Je suis très heureux que vous m'ayez invité à l'ouverture de cette rencontre et à quelques semaines de la COP21. La COP21 qui se déroulera dans un contexte qui est tout à fait différent de celui qu'était le sommet de Copenhague. Pour une raison simple, je crois, c'est que les opinions ont pris conscience beaucoup plus qu'il y a 4 ans de la situation qui avait d'ailleurs conduit à un lamentable échec de la conférence. Et puis, les problèmes se sont précisés. Les climato-sceptiques sont rentrés dans leur taverne. Curieux, on ne les entend plus, ils n'existent plus. Donc c'est un contexte différent et dans lequel un certain nombre de pays ont été amenés et prennent aujourd'hui des décisions qu'on n'imaginait pas à l'époque. À New York, les Américains sont en train d'élever les digues, de surélever les transformateurs électriques pour se protéger contre la montée des eaux liée au réchauffement. Nous sommes donc dans un moment qui est incontestablement différent. Il se trouve que je préside l'agence de l'eau à Dour-Garonne, l'une des 6 agences qui maillent le territoire et qui ont en charge le Parlement de l'eau aux côtés des agences. Nous avons fait réaliser, il y a de cela maintenant 2 ans, une étude Garonne 2050. Prospective, mais prospective fondée sur un certain nombre d'hypothèses compte tenu de ce que sera le niveau atteint de réchauffement du climat. Il tombe à peu près 17 milliards de mètres cubes d'eau sur ce bassin chaque année. L'hypothèse moyenne d'évolution indique que c'est de l'ordre d'1 milliard, 1,5 milliard de précipitations en moins. Donc il reste de l'eau. Encore qu'on ne la retienne pas, elle passe. Mais c'est une vue déjà simpliste que de dire il tombera peut-être 5, 6, 7% de moins d'eau dans 20 ans. Parce que c'est oublié que dans le même temps, l'évapotranspiration, c'est-à-dire le réchauffement de la Terre, fera que ce ne sera pas seulement la diminution des précipitations, ce sera aussi l'augmentation de l'évaporation de l'eau, avec en conséquence des périodes d'étiage qui seront beaucoup plus longues et qui se déplaceront dans le temps. Autrement dit, des problèmes pour l'agriculture qui sera impactée par le réchauffement et le moins d'eau, mais également par des périodes d'étiage qui vont se développer. Et quand on regarde une ville comme la nôtre, comme Toulouse, et qu'on voit aujourd'hui la Garonne en période d'étiage, y compris sur le problème sanitaire, on peut s'interroger sur les conséquences qu'aura le réchauffement de la température et la diminution des précipitations. C'est un aparté, mais c'est pour dire que nous sommes tous concernés, dans quelques domaines que ce soit, par les évolutions qui feront l'objet des réflexions et des décisions de la COP21. Bon, l'aéronautique, il y a ici trop de spécialistes pour que j'apporte mon écho, Madame la Présidente. Mais incontestablement, l'aéronautique a fait depuis des années, parce que ça rejoint d'ailleurs son enjeu économique, ses perspectives économiques. L'aéronautique ne l'a pas fait pour le plaisir de le faire, mais l'aéronautique a réalisé d'immenses progrès parce que la compétition aéronautique, c'est le poids, c'est la consommation de kérosène et c'est le nombre de places dans chaque avion. Nous avons eu le débat ici à Toulouse sur les évolutions à attendre du trafic aérien avec
la privatisation des parties des actions de l'État dans l'aéroport de Blagnac. Et les chiffres annoncés, qui étaient les chiffres annoncés par les repreneurs en ce qui concerne l'évolution du trafic. On comprend que ça pose des problèmes environnementaux, mais qui n'étaient ou qui ne sont aujourd'hui que la prolongation des progressions de trafic sur les 10 dernières années. Alors, quand on prend ces prolongations, on tombe sur les chiffres qui sont effectivement considérables. Mais on n'a pas vu que, dans le même temps, au cours des années qui viennent de passer, pour 10 à 12% ou 13% d'augmentation du trafic, le nombre de vols n'a augmenté que de 2% parce que la capacité des avions a beaucoup augmenté. Donc l'aéronautique a fait de grands progrès. Moi, j'ai parlé des nouveaux matériaux. J'ai assisté, parce que c'est la ville dont je suis originaire, j'ai assisté à la lente maturation de la fabrication des hélices du A380 chez Ratier. J'ai assisté au premier tricotage et aux premières et longues difficultés d'ailleurs pour arriver à résoudre le problème, ce qui d'ailleurs donne à cette entreprise une avance assez nette sur ses concurrentes en la matière. Mais l'aéronautique a fait de très grands progrès et continuera certainement d'en faire. Alors, il y a le IFAN qui est là, l'avion électrique. Faudra-t-il encore résoudre le problème des batteries si on veut résoudre le problème électrique? Moi, j'ai été secrétaire d'État à l'énergie il y a 30 ans, exactement, 84-86. On parlait peu des problèmes de réchauffement climatique, mais on parlait beaucoup des problèmes de consommation d'énergie, déjà à l'époque, et de pollution. On était très préoccupés par les centrales à charbon, et y compris au plan national, et ces pollutions qui étaient liées aux centrales à charbon. On parlait déjà de la voiture 3 litres, 1 litre, 3 litres. Moi, j'ai fait des parcours sur piste avec des voitures, des monoplaces à 30 à l'heure qui consommaient 1 litre en disant que c'était une grande prouesse. Mais j'ai aussi promené à l'époque l'actuel ministre des Affaires étrangères qui était Premier ministre dans une voiture électrique avec M. Sirota, que vous avez connu, M. Gandil. La voiture électrique faisait 50 km, elle n'en fait que 100 aujourd'hui. Il y avait, ou 150. Il y avait un petit réservoir à pétrole, en plus de ça, à l'arrière de la voiture, pour pouvoir se chauffer en hiver sans tirer sur les batteries. C'est peut-être la raison pour laquelle, je saute, en 2003, nous avons été, et j'en arrive à ma conclusion, nous avons été la première région de France à déposer, faire adopter, préparer un agenda 21 régional. On était la première région que le ministère de l'Écologie a reconnu, et nous venons de renouveler, 10 ans après, notre agenda 21 régional. Et nous avons mis en place des politiques. Le PRUD, le programme de l'UNESCO, il y a quelques années, avait indiqué que, alors quand le PRUD, quand l'UNESCO parle de région, en réalité il parle de collectivité locale, toutes collectivités confondues, mais avait indiqué que 70% des mesures qui seraient mises en œuvre, je dis mises en œuvre, en matière de réduction des dépenses d'énergie, donc de lutte contre le réchauffement, le seraient par les collectivités locales, par les régions. Parce qu'il y a les grandes décisions nationales, mais il y a aussi l'action territoriale. Les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, le biogaz, la méthanisation, c'est sur le terrain que ça se met en œuvre. Ou les éoliennes, y compris offshore. Je pense que, allusion à la nouvelle région, je pense que les éoliennes offshore seront l'une des avancées de la nouvelle région qui naîtra dans quelques semaines et dont moi je ne serai plus d'ailleurs, ce qui me permettra de devenir observateur. Mais nous avons mis en place un certain nombre de mesures de réduction des consommations d'énergie qui marchent et qui n'auraient pas marché il y a quelques années. C'est là que je veux en venir, parce que l'opinion n'était pas mûre. En 3 ans, nous sommes intervenus sur 10 000 logements en région pour réduire les consommations d'énergie de plus de 30%.
nous sommes intervenus également et nous avons pris le pari d'être la première région française en matière d'installation de biogaz. Et le pari, nous l'avons pris avant 2020. Je l'ai pris un jour à Albi, où on travaille sur l'hydrogène. Nous avons d'ailleurs un colloque sur l'hydrogène dans quelques temps, parce qu'il y a une chaîne d'hydrogène qui est en train de se développer ici dans la région. Le pari est d'arriver à 100 méthaniseurs en 2020 en Midi-Pyrénées, alors que lorsque nous l'avons pris, il y avait 100 méthaniseurs au plan national. C'était il y a 3 ans. Donc on a mis en place des politiques en direction de l'industrie et notamment de l'industrie aéronautique. Nous avons bâti un plan de modernisation de nos entreprises parce que il y a Airbus, c'est évident, et heureusement qu'il y a Airbus, et s'il n'y avait pas Airbus, il n'y aurait pas de reste. Mais nous avons aussi dans cette région 700 entreprises qui sont dans le secteur de l'aéronautique. Et il est indispensable d'accompagner également ces entreprises dans les évolutions qui doivent être les leurs en matière d'industrialisation, de recherche et d'industrialisation. Donc nous avons mis en place un plan aéronautique il y a 4 ans de 140 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, cofinancé par les fonds européens que nous gérons et les fonds régionaux, et nous venons de le rallonger sur 2015-2016 à hauteur de 55 millions d'euros. Donc accompagnement notamment, en particulier, mais à travers des appels à projets que nous lançons régulièrement, et nous avions lancé comme premier projet en matière aéronautique. Nous en avons un appel à projet sur les utilisations sociétales de l'espace, sur l'agroalimentaire, sur politique en direction du 3e âge, mais nous avions lancé un appel à projet sur l'avion plus électrique. Et nous l'avons élargi à Aérosat, à l'ensemble maintenant de l'aéronautique. Et notre objectif région, et il restera l'objectif de la région demain, notre objectif région, c'est le partenariat entre la recherche et l'industrie. Nous n'avons pas, ou très peu, à nous immiscer dans la recherche fondamentale. On accompagne des grands laboratoires. Mais l'objectif d'une politique régionale, c'est essentiellement le reste étant de l'État. Et d'autant plus que la loi évolue et que nous sommes maintenant dans l'application de la loi NOTRe. La loi NOTRe qui indique que ce sont les régions qui auront l'exclusivité de l'aide directe aux entreprises demain. C'est vers ce rapprochement entre la recherche et l'entreprise. Tous secteurs confondus. Et nous avons ici dans cette région, chance admirable de posséder une recherche qui est la première pratiquement en France, puisque alors que Lisbonne, c'est 3% du PIB consacré à la recherche, ce qui n'est atteint nulle part, y compris en Europe, 3%, nous sommes à 5% ici en Midi-Pyrénées, et la fusion avec Languedoc-Roussillon va nous amener à une densité de recherche de 3,4%, c'est-à-dire que nous serons toujours au-delà de ce qu'est la moyenne et les objectifs qui avaient été tracés à Lisbonne. Donc pour la région, c'est la recherche et l'entreprise. Nos contrats d'appui, on en a passé 1800 avec les entreprises, dont 400 dans l'aéronautique, sont des contrats pour l'essentiel passés entre des entreprises et des laboratoires. Et c'est la raison pour laquelle, à côté de nos grands laboratoires de recherche toulousains, je pense au LAS, je pense à d'autres, à côté des grandes écoles, je pense à l'ENAC, entre autres, nous avons tenu à appuyer l'IRT, la réalisation de l'IRT, puisque nous intervenons un tiers sur l'IRT. Et puis, lorsque la question a été posée du CEA et de la volonté du CEA d'essaimer en CEA Tech dans plusieurs villes, nous avons engagé avec l'administrateur général de longues négociations, puisqu'elles ont duré 6 ans, au terme desquelles nous avons pris la décision de construire les installations dans lesquelles le CEA Tech va s'installer. Le permis de construire devrait être déposé ces jours-ci. Les travaux
commencer en février prochain pour durer 18 mois. Je précise que les conditions qu'avait mis le CEA et que nous avions mis à cette aide au CEA pour s'installer à Toulouse, avec un objectif à terme de 300 chercheurs, c'était le souhait manifesté par l'industrie, que l'industrie l'accueille, et que les échanges avec les autres laboratoires concluent également à un partenariat et non pas à une mise en concurrence des laboratoires qui existent à Toulouse. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes rentrés maintenant également dans l'usine du futur, la robotique, l'informatique. Je présidais ma dernière session il y a quelques jours et j'avais pris à la main, à la tribune, j'avais pris deux petits objets. Deux petits objets que je montrais à mes collègues élus régionaux en leur disant regardez cette tour de jeu d'échecs. Une petite tour de jeu d'échecs, moins grosse qu'un petit doigt, mais les tours de jeu d'échecs qu'on voit à la vitrine des marchands de jouets, jeux d'échecs pour les enfants. Et vous voyez, elle est banale cette tour, mine de rien. Oui, mais le problème c'est que à l'intérieur de la tour, il y a un escalier. Et que ça, on ne sait pas le faire avec les méthodes traditionnelles de fabrication, de construction. C'est une construction additive. Et d'autre part, j'avais un bouchon de bouteille de parfum ajouré. Il dit celui-là aussi, ça n'est pas le résultat d'une plaque de métal qu'on a modelée et sur lequel on a fait des trous. Non, c'est de la composition additive. Donc je crois que l'usine du futur, pour nous, c'est d'abord la robotique, l'informatique. Il faut qu'on accompagne l'entreprise. Nous avons pris 20 ans de retard. L'une des difficultés de la France vient certainement de là, et nous sommes tous coupables, parce qu'à une époque, nous avons tous eu à peu près le même réflexe, le robot tue l'emploi. On a entendu ça pendant des années. Bilan, les Allemands, avec le plein emploi, ont 135 000 euros dans l'industrie, tandis que nous en avons, nous, 35 000. Les Italiens, 85 000. Donc, il faut nous basculer dans l'usine du futur. Et puis, moi, je pense que ces compositions additives qui vont entrer dans le champ des nouvelles technologies industrielles sont sans doute, ou peut-être en tout cas, l'annonce d'une nouvelle révolution industrielle. Parce qu'on fabriquera autrement demain, et peut-être plus économiquement d'ailleurs, à la mesure où on aura moins de chutes et des fabrications qui seront plus longues. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer, pas plus tard qu'avant-hier d'ailleurs, après avoir lancé un appel à intention, nous avons lancé un appel à projet pour installer des Fab Labs en Midi-Pyrénées. Nous voulons qu'il y ait rapidement, à des dimensions différentes, soit universitaires, soit dans les lycées, soit dans les EUT, soit dans les maisons de communes emploi-formation, soit dans les entreprises, qu'il y ait, que naisse maintenant un réseau de Fab Labs dans cette région, parce que c'est sans doute aussi un nouveau virage. Ce sera dans 6 mois, dans 3 mois, à partir du moment où les candidatures sont déjà en cours, puisque certains le savaient, ce sera une nouvelle avancée dans notre région. Voilà. Merci de m'avoir invité. Bonne journée et bonne conférence.